Nous accueillons donc Laure de la Raudière, si vous voulez bien, Madame la députée, Daniel Hérin, si vous voulez bien prendre place aussi, Madame la députée, Stéphanie Lehuger, qui est entrepreneur, cofondatrice, avocate, cofondatrice d'Etiquia au sein d'Ecoin. Merci. Bertrand Payès, qui est donc le coordinateur national de la stratégie en intelligence artificielle et dont on a évoqué la qualité du cerveau il y a quelques instants, si je ne m'abuse. Antoine Borde, directeur du centre de recherche de Facebook à Paris. Laurent Stéphanie, responsable de l'intelligence artificielle, intelligence appliquée France et Benelux chez Accenture. Et donc j'ai cité Madame Lehuger. Alors, on va essayer, en commençant par la dimension publique. Oui, merci Bertrand Payet, si vous voulez bien prendre un micro aussi, et de vous voilà les micros les uns et les autres. Merci beaucoup. Alors, Madame la députée, je rappelle que vous êtes une des grandes spécialistes de ce sujet à l'Assemblée, que vous avez mené plusieurs travaux. D'emblée, dans la foulée de ce que nous dit Cédric Villani, on essaye d'avancer les uns et les autres. Quels sont pour vous, vu du Parlement, donc de ceux qui réfléchissent à l'encadrement via la loi, les enjeux? Moi, je voudrais dire qu'on a un enjeu et on doit être extrêmement vigilant à l'Assemblée nationale pour que ces réformes se fassent au bénéfice des usagers en premier. C'est-à-dire, c'est l'usager au cœur de la réforme de l'action publique. Et nous devons être très exigeants parce qu'il y a un autre enjeu qui concerne quand même l'action publique et l'administration, c'est la baisse des dépenses publiques et c'est l'efficacité que ça doit produire. L'exemple qu'a pris Gérald Darmanin, qui est très loin de l'intelligence artificielle sur la fermeture des trésoreries, ça fait 5 ou 6 ans qu'on dit tous dans nos départements au DDFIP, donc au directeur départemental de finances publiques, ainsi qu'aux élus, mais on s'en fiche que ça soit à la trésorerie que les gens payent leurs impôts s'ils veulent payer en liquide, mais vous devez, parce que c'est les personnes les plus fragiles en général qui payent en liquide, vous devez garder une proximité pour ces paiements en liquide. Vous ne devez pas... Bon, maintenant il y a une prise de conscience, il faut qu'il y ait un ministre qui aille sur le terrain, qui soit un élu local, pour que l'administration, finalement, pense autrement. Et la première ambition que doit avoir l'administration dans la réforme liée aux usages des données de l'intelligence artificielle, c'est nous. C'est en premier nous. Et on doit être, à l'Assemblée nationale, extrêmement vigilant là-dessus. Éviter la fracture numérique. C'est ça votre obsession, notamment. C'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est que la conception de la réforme des procédures administratives, quelles qu'elles soient, de chacune des circulaires, soit avec, j'allais dire, le client au cœur. Mais là, c'est pas le client, parce que le client de l'administration, on l'appelle en général l'usager ou le citoyen. Voilà, c'est vraiment que ça se fasse, parce que nous sommes maintenant habitués à ce que les entreprises privées mettent vraiment le client au cœur de leurs outils qu'ils mettent à notre disposition. Le deuxième enjeu, je pense, qui est important, et ça a été évoqué par Cédric Villani, c'est un enjeu de souveraineté. Il faut que de souveraineté et de sécurité. Et je suis, moi, très inquiète quand je discute avec des grandes entreprises françaises qui me disent, finalement, aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que Google à Amazon pour notre cloud. Et, bien évidemment, il faut qu'on mette nos applications en cloud. Ça m'inquiète vraiment. Je me dis, on est devenus des nains en matière d'infrastructure de données. Or, les données sont l'avenir du développement informatique à base d'intelligence artificielle. Et ça m'inquiète beaucoup, finalement, que ça soit des étrangers, alors que ça soit les Chinois, les Américains, qui possèdent cette valeur-là. Et j'appellerais volontiers l'Europe. On s'est planté sur le cloud souverain en France il y a quelques années. Donc je ne vais pas vous revendre le cloud souverain. Mais l'absence de réflexion au niveau européen sur ces infrastructures de production de données m'inquiète pour l'avenir. M'inquiète en matière de sécurité, pas uniquement en matière économique. Et comme ça va être la base de l'ensemble des développements des applications à destination des citoyens demain, je tire aussi la sonnette d'alarme sur ce sujet. Et la troisième chose qui me paraît très importante, c'est qu'on puisse donner une vision, en fait, de la façon dont ça va réformer
les politiques publiques. Je vais prendre un exemple. En matière de santé, aujourd'hui, on nous dit que ça va nous amener des progrès considérables parce que ça augmente la capacité d'analyse qu'ont les médecins, ça augmente la capacité d'analyse sur les radios, sur les examens, et ça approfondit en fait la connaissance, ça les suggère des solutions. En revanche, personne ne nous dit que finalement, on peut gagner en confort médical en répartissant mieux le rôle du pharmacien, de l'infirmière et du médecin généraliste au premier entretien. Or, on a une désertification médicale considérable dans certains départements. C'est le premier sujet de préoccupation des citoyens en Eure-et-Loire. Je suis pourtant à 125 km de Paris. Et moi, je suis convaincue que l'intelligence artificielle, les bases de données, les nouveaux outils informatiques peuvent amener en fait à une réorganisation du parcours de soins en mettant le patient au cœur et non pas forcément le médecin au cœur de notre parcours de soins. Voilà les 3 sujets que je voulais évoquer rapidement ce matin. Merci. Alors, on reviendra sur la dimension de souveraineté dans la deuxième table ronde en particulier. Évidemment, on la traite aussi à travers ce que vous allez évoquer les uns et les autres dans la première, mais c'est surtout notre deuxième sujet. Alors, Bertrand Payès, Cédric Villani et le gouvernement ont rédigé la partition. Ils ont inspiré la musique. Vous êtes le chef d'orchestre derrière pour que tout l'orchestre l'interprète. Comment vous organisez vos missions? Quelles sont-elles? Comment vous travaillez? Première question, si vous voulez bien, pour que ça pose le cadre et qu'on voit ce que vous essayez d'impulser aujourd'hui. Alors, ça ne répondra pas complètement aux préoccupations de Madame la députée, parce que j'ai un rôle un peu moi, de back-office de la stratégie, et effectivement de donner les moyens à un certain nombre d'administrations qui sont en contact avec les usagers de tirer parti de l'intelligence artificielle pour améliorer leur politique publique. Mais enfin, je partage tout à fait le point de dire c'est en impliquant les gens concernés, que ce soit les agents, les usagers, les clients, que à la fois les administrations et les entreprises seront les plus performants dans l'intelligence artificielle. Mais mon rôle, moi, en tant que coordinateur de la stratégie, notamment des aspects gouvernementaux, c'est d'aligner tous les outils qui vont permettre à la fois aux administrations et aux entreprises de s'engager sur ce chemin-là sans leur apporter la solution. C'est-à-dire que c'est vraiment des outils à leur service. Donc, peut-être pour rappeler rapidement l'objectif général de la stratégie, c'est en gros de faire de la France un leader scientifique et économique de l'intelligence artificielle. On a des atouts pour le faire, on peut y arriver. Et que ce rôle de leader soit au service d'une vision et notamment de valeurs humaines. Et je pense que Cédric Villani a parlé de la Chine et des États-Unis. On a un modèle européen à construire, donc qui est construit par l'Union européenne et où la France essaye de jouer vraiment son rôle. Avec d'autres pays, l'Allemagne va présenter cette semaine sa stratégie également sur l'intelligence artificielle. Donc on a un alignement assez unique, en tout cas, sur ce sujet en Europe. On a 4 axes rapidement. C'est les 4 axes présentés par le président. On a un axe sur l'écosystème de recherche et de talent. Et là-dessus, on a commencé à avancer avec les instituts 3IA qui ont été annoncés la semaine dernière. Un programme national de recherche en IA qui sera annoncé à la fin du mois, qui complétera ces instituts un peu pivots de la politique de recherche. Et ce volet écosystème, il va aussi sur la formation. Cédric Villani a souligné à juste titre que c'était compliqué, la formation, et donc ça fait partie des sujets où moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que ça se passe, et de ne pas forcément être sur l'évolution tendancielle des politiques publiques dans lesquelles on rajouterait un petit peu d'IA, mais de voir sur quel levier on peut appuyer pour accélérer et faire plus. Les 3 autres axes rapidement, et je sais qu'on est un petit peu en retard, c'est l'ouverture des données, tout ce qui est autour des données, on a parlé du hub, des données de santé, une approche par projet, et ça c'est le 3e axe, et notamment, je prendrai l'exemple des grands défis, et par exemple du défi sur l'amélioration du diagnostic médical par l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un défi technologique, c'est bien un défi sociétal, et c'est l'approche qu'on essaye de suivre. Et puis enfin l'éthique, où il y a à la fois des travaux nationaux, donc avec l'idée d'un comité d'éthique qui va probablement se préparer au cours de l'année 2019, et surtout des travaux internationaux avec, comme l'a rappelé le président, le souhait de faire un GIEC de l'IA l'année dernière. Très concrètement, comment je fais Pardon, j'ai un point déjà sur lequel il y a 2 aspects très importants que vous venez de citer. Les données. On est quand même dans une culture, on sort d'une culture française de la peur des données.
de la fermeture sur les données. Est-ce que ça, c'est en train de bouger ou pas, de votre point de vue, et comment vous les faire bouger? Première question. Et puis par ailleurs, vous dites que ce n'est pas un défi technologique, comme si tout était si simple que ça aujourd'hui d'un point de vue technologique en France. On a les compétences, d'accord, mais tout le monde a souligné, il n'y a pas d'argent, ou en tout cas pas assez. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur les moyens de ce point de vue-là? Parce qu'il y a quand même le président de la République avec AI for Humanité lance au moins 1,5 milliard d'euros de crédit. Donc, il va où? Il va être fléché comment? C'est quoi les leviers, justement, à partir de ça? Donc, deux questions différentes. Alors, sur la partie de données, et ça a été redit par Cyril Vianney, ça a été dit par le président en mars, je pense que sur l'IA, il faut assez vite mettre de côté les débats théoriques ou les débats ou la peur qu'on peut avoir, et il faut en fait pratiquer. Comme l'a dit Cyril Vianney, c'est très pratique en fait. Faire de l'IA, et c'est très concrètement, j'ai un problème métier, j'ai des données, si j'ai pas de données, c'est quand même compliqué de faire de l'IA. Il faut que je trouve un talent, c'est-à-dire quelqu'un qui sait utiliser les bonnes librairies et voir un peu plus. Et après, je teste, j'essaye, et j'ai une boucle d'interaction entre le métier et l'algorithmique. Donc le débat est clos, c'est fait. Maintenant, non, le débat n'est pas clos, parce que je pense que le hub des données de santé sera vraiment le sujet sur lequel on verra à quel point le débat est mûr. Mais enfin, moi, il se trouve qu'à titre personnel, j'ai travaillé à la CNIL, donc je connais relativement bien cette institution qui représente parfois cette prudence vis-à-vis des données. Et de ma vision, il y a notamment à la faveur du règlement général sur la protection des données, une vision beaucoup plus constructive. C'est-à-dire, l'objectif n'est pas de dire on empêche complètement, mais de dire vous devez prendre en compte la vie privée, l'éthique. Quand vous commencez à manipuler les données, vous devez prendre en compte évidemment la sécurité. Et c'est au cœur de tout déploiement d'IA. Mais c'est justement ces valeurs-là qu'on veut défendre, et donc voilà, on a une appropriation, enfin on va dire une convergence entre une approche très juridique assez fermée et une approche plus économique, plus business, qui apprend à vivre avec notamment le RGPD, qui apprend à voir comment faire de l'IA dans ce contexte-là, sachant que l'objectif est évidemment de ne pas l'empêcher. Oui, donc je résume, on ouvre, on y va, on pratique, on n'oublie pas l'éthique, on y reviendra tout à l'heure, fondamentale, parce que ça c'est une des données spécifiques, enfin un des aspects de l'ADN, l'intelligence artificielle version Europe et version France, mais on le fait en parallèle, et l'un ne doit pas bloquer l'autre par définition. On n'est plus dans cet aspect-là. Les moyens alors, et les leviers. Les moyens, donc comme c'était dit, il y a une enveloppe d'1,5 milliard. Donc ça, c'est l'argent public. Je tiens à rappeler que c'est une stratégie coordonnée public-privé. Et nous, on est très contents au gouvernement d'avoir des investissements d'entreprises françaises et européennes et américaines ou japonaises ou voire chinoises qui investissent à Paris. Notre objectif étant d'avoir un écosystème, d'avoir un niveau d'investissement qui est bien supérieur à 1,5 milliard en France, parce que il y a également bras de levier. Toutes les entreprises privées. La moitié à peu près va sur la recherche, enfin un petit peu moins de la moitié. La moitié à peu près va sur l'économie, dans laquelle j'inclus tout ce qui concerne la défense et la sécurité. Il y a un petit bout qui va sur la transformation publique, qui a été évoqué par le ministre. On a deux enjeux. On a un enjeu académique, enfin un enjeu scientifique, donc de se mettre à niveau, d'avoir un écosystème de recherche qui dialogue entre le public et le privé, avec des chercheurs publics qui vont dans le privé, qui vont revenir, qui vont créer des startups. Et nous, notre préoccupation, c'est qu'ils le fassent en France ou à Paris quand c'est à Paris, et pas à San Francisco ou à Shenzhen. Donc c'est aussi pour ça qu'on met cette stratégie. Et sur la partie économique, je pense qu'il y a un travail à la fois d'appropriation et d'acculturation. Moi, je suis pas un grand partisan d'injecter beaucoup d'argent public sur la question, parce que les entreprises, en fait, elles ont compris. Enfin, en gros, les entreprises qui ont commencé à pratiquer l'IA, elles ont compris les intérêts très rapides que ça leur apporte en termes de business. Et donc, généralement, ça déclenche très facilement des investissements. Donc, il n'y a pas besoin il faut plutôt éviter l'effet d'aubaine sur la question. Mais on a cette approche sociétale, ces grands défis sociétaux. C'est pour ça que je dis que ce n'était pas des défis technologiques. Évidemment, il y a une dimension technologique dedans. Évidemment les frontières sont encore très très loin d'un point de vue technologique. Mais notre enjeu, là où on pense que c'est utile de mettre de l'argent public, c'est améliorer le diagnostic médical grâce à l'IA.
On sait que le système de santé, c'est compliqué. On sait, voilà. Et donc, si on peut avoir là, pour le coup, un focus, une personne qui va, pendant 3 ans, ouvrir les portes, débloquer tout ce qui peut l'être dans le système de santé pour faire arriver cette amélioration du diagnostic médical, on pense que ce sera très utile. Merci. Alors, Laurent Stéphanie, Accenture, Antoine Borde, Facebook dans un instant. Comment ça s'est déployé sur le terrain depuis 1 an, depuis le rapport, au moins ici en Europe et en France, dans le secteur de l'industrie, par exemple, vous accompagnez vos clients dans ce domaine. Qu'est-ce qui doit nous frapper, qu'on doit retenir de la marche là depuis 1 an? Je pense que l'an dernier, quand on s'est retrouvés, on était beaucoup plus dans l'explication de ce qu'était la technologie. On parlait d'expérimentation. Ce qui s'est passé sur l'année, c'est vraiment effectivement que les startups ont commencé à grandir, que les entreprises ont expérimenté et sont passées à l'échelle, et puis que le gouvernement a légiféré. Il y a eu des moments forts avec la RGPD, il y a eu des moments forts aussi avec le plan Vianney et le plan Macron qu'on vient de détailler. Ce qui est important, c'est que maintenant, toutes ces expérimentations, elles donnent des fruits sur un certain nombre d'exemples qui ont été cités tout à l'heure par Darmanin, qui était par exemple tout ce qui est centre d'appel d'IA, qu'aujourd'hui on déploie à l'échelle, mais on travaille aussi sur tout ce qui est fraude à l'échelle, en compilant des données et des documents en grand nombre. On sait aussi faire de l'analyse sur des données satellites qui sont rafraîchies de plus en plus de façon récurrente pour travailler, que ce soit sur de l'agriculture, de l'agriculture intelligente, mais aussi de l'agriculture de précision. Et puis aussi, on peut l'utiliser même pour améliorer la collecte de l'impôt, qui reste dans l'axe de la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Donc, on a un nombre d'exemples et d'applications de l'intelligence artificielle déployées à l'échelle aujourd'hui, qui est pertinent et qui est éprouvé. Mais alors, comment, dans l'écosystème français que vous étudiez et que vous gérez, enfin, dont vous êtes très proche évidemment, comment vous le voyez évoluer et en quoi les entreprises qui ne sont pas encore dedans et qui sont en frontière et qui sentent qu'il faut qu'elles y aillent, qui s'interrogent, comment elles en font ou pas une opportunité? À la fois, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui se déclenche? Puis on verra comment vous voulez pousser à ça. Alors, ce qui permet de passer le cap et vraiment tirer parti vraiment de l'intelligence artificielle, je dirais qu'il y a 3 leviers. Le premier, c'est effectivement les données et les modèles de données. Le deuxième, c'est vraiment autour de revisiter les processus, parce qu'on vient de parler d'innovation, donc il faut penser effectivement au changement et à l'éducation et au changement des processus. Puis ensuite, il y a tout l'axe, et là je rejoins les points qui ont été élaborés précédemment, tout l'axe autour de la formation. Et ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a effectivement un axe autour de la collaboration homme-machine sur laquelle il faut investir, et que les entreprises qui vont bénéficier le plus de la vague de cette intelligence artificielle sont les entreprises qui investissent dans la formation et de la collaboration homme-machine. Elles pourraient bénéficier de 38% de croissance en revenus d'ici à 2022 et de 10% d'emplois en plus. Ce qui nous inquiète en parallèle, c'est effectivement la puissance d'investissement sur cette partie de formation. Parce que ce n'est pas uniquement d'investir sur la formation de data scientist, et ça, effectivement, il y a des formations qui sont en cours et on pousse pour le doublement, le triplement des formations de data scientist en France, mais il faut aussi former les métiers pour qu'ils s'habituent à utiliser et à vivre dans un monde d'intelligence artificielle. Et alors, l'aspect formation et emploi, est-ce que c'est un aspect qui gêne les entreprises? Est-ce qu'elles redoutent des ruptures dans l'emploi, ou est-ce qu'au contraire, elles sont dans la prise de conscience de ce que vous venez de dire? Alors, en fait, ce qui est très intéressant, et on a interviewé plus de 1000 entreprises sur le sujet, 1000 personnes spécialisées dans les processus, on voit que 88% d'entre elles disent qu'elles ont réussi à augmenter 200% des indicateurs clés de performance. Donc la performance et l'appétence, elle est là. Les dirigeants, ils sont plus de 70% à voir que les processus, ils vont être transformés avec l'intelligence artificielle. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a que 26% de leurs employés qui sont prêts à cette nouvelle vague d'intelligence artificielle, alors qu'en fait, les employés eux-mêmes ont une très forte appétence à l'intelligence artificielle, qui est de l'ordre de 70%, 2/3 des employés veulent vraiment se former à l'intelligence artificielle. Et je voulais rebondir aussi par rapport à des commentaires qui ont été faits tout à l'heure, effectivement, à la transformation de l'État. On a fait une étude récemment qui montre que 6 citoyens sur 10 pensent que l'intelligence artificielle est nécessaire pour améliorer la qualité des services de l'État et réduire les coûts.
Et donc je pense que sur ça, l'expérience qu'on a pu tirer du déploiement à l'échelle dans l'industrie, elle peut servir aussi à la transformation de l'État. Oui, mais alors, parlons des métiers que ça peut engendrer. Je veux dire, on va peut-être citer la Corée. Je vois Nozomu Djema qui est là, et qui interviendra dans la deuxième table ronde. On parle beaucoup de la Corée du Sud, hein, où plus on a développé du robot, plus on a développé d'emplois. Bon, ça, cette réalité-là, c'est un peu le cas en Allemagne. Est-ce qu'elle va se déployer ici? Et plutôt, quels sont les métiers qui sont en train de naître avec l'intelligence artificielle? Alors, on voit deux catégories de métiers principaux qui sont en train d'émerger. D'abord, les métiers où l'homme aide la machine, et ensuite les métiers où la machine permet d'augmenter l'homme. Dans les métiers où l'homme aide la machine, il y a tout d'abord les métiers de formation, les métiers aussi d'interprétation de l'algorithmie, et ensuite les métiers de maintenance de l'algorithme. Donc, quand on voit la formation, on va attendre par exemple des comportements très différents d'un chatbot ou d'une solution d'intelligence artificielle qui est utilisée dans de la banque ou dans des univers de loisirs. Et donc il va falloir former des personnalités, des comportements différents pour ce type d'algorithme. Donc on va embaucher des sociologues, on va embaucher des sociologues, des personnes qui vont travailler sur le script et la formation finalement des algorithmes. Ensuite, il y a l'interprétation, parce qu'on va utiliser des algorithmes qui sont très différents en fonction du secteur dans lequel on intervient. Si on est dans des secteurs très réglementés, il va falloir pouvoir retourner à l'origine de la décision qui a été prise par l'algorithme, alors que dans d'autres, on va pouvoir avoir des algorithmes qui sont vraiment cognitifs et qui finalement sont plus du domaine statistique, et on n'a pas besoin de faire a posteriori une analyse de ce résultat. Et le troisième point, c'est la maintenance de ces algorithmes, parce que si une décision est prise et que finalement on se rend compte que l'algorithme devient obsolète parce que les données et les usages changent, à un moment, il faut peut-être changer cet algorithme, et donc il faut embaucher. Je crois que la plupart des entreprises embauchent des étudiants sortant des grandes écoles pour faire cette maintenance, pour savoir interpréter à quel moment il faut changer l'algorithme de référence et pouvoir du coup utiliser un algorithme qui est plus pertinent et plus pérenne. Une question que je poserai aussi à Talent tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites à vos clients qui vous disent qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon entreprise aujourd'hui pour anticiper, voire déjà lancer l'intelligence artificielle, mais anticiper les métamorphoses que ça va engendrer? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que là, je rejoins effectivement les différents points. Il faut s'inspirer de ce qui se fait, finalement, des expérimentations qui sont actives. Il faut faire travailler en très grande proximité à la fois des data scientists et des experts métiers. Et c'est de là que va ressortir de l'innovation. On a la chance d'avoir ces talents en France. On a la chance aujourd'hui d'avoir un panel d'exemples qu'on déploie aujourd'hui à l'échelle et sur lequel on peut intervenir. Donc, je dirais que je rejoins les points qui ont été établis tout à l'heure sur la phase d'expérimentation. Je pense que c'est vraiment là qu'on peut faire ressortir des sujets. On a travaillé sur un certain nombre de sujets avec des personnes qui sont présentes dans la salle, autant entreprises qu'administration, où on a réussi à faire des petites phases d'expérimentation relativement courtes, à travailler sur ces données et à réussir à avoir finalement un déblocage du potentiel et à comprendre là où l'intelligence artificielle peut aller. Ah ben là, vous venez de nous appâter. Alors pardon, mais sans trahir de secret, donnez-nous un exemple de gens avec qui vous travaillez, avec qui vous avez lancé une expérience. Vous avez... Je pense que, sans trahir de secret, on travaille beaucoup par exemple sur des problématiques de tri d'email. Donc sur les problématiques de tri automatique d'email, on travaille et ça on le déploie à l'échelle et ça intéresse beaucoup le secteur de la banque et assurance, mais finalement l'ensemble des secteurs industriels. On travaille énormément aujourd'hui sur tout ce qui est identification finalement de la fraude, en compilant des données et des documents de sources variées. Et je rejoins certains exemples qui ont été mentionnés par le passé dans la discussion. On travaille sur les données satellites. Donc finalement, la plupart des exemples que j'ai cités opportunément durant ma discussion rejoignent en fait certains des éléments qui ont été mentionnés lors du début de la séance. Dès qu'on parle de vos clients, ça vous fait sourire. Parce que je suis très intéressé par ces sujets et que je m'engage effectivement à essayer... Ce qui est vraiment intéressant, c'était une boutade, mais effectivement, il y a l'aspect innovation et je m'y rejoins. Alors, Antoine Borde, ce qui est intéressant avec Facebook en France, c'est que dans la foulée du rapport Villani,
vous avez identifié les conclusions, les préconisations, et vous avez essayé d'accompagner à votre façon, vous allez nous dire comment, cette démarche-là. Voilà. Finalement, l'écosystème se développe d'une certaine manière, il y a des choix souverains, après tout, vous avez choisi de les accompagner à votre façon, on va voir comment. Mais c'est quoi les points clés, à votre avis, du développement de l'écosystème en France que vous, vu de Facebook, vous repérez et vous considérez comme étant stratégiques? Oui, merci de l'invitation. Donc, il faut savoir qu'à Paris, la plupart des activités de Facebook, en tout cas en IA, c'est de la recherche fondamentale. Donc, en fait, le laboratoire qu'on a ici, qui compte plus de 70 personnes maintenant, est vraiment de la recherche fondamentale et essayer vraiment dans l'aspect recherche scientifique d'essayer de pousser les limites de ce qu'on est capable de faire avec l'intelligence artificielle. Donc, si on se place dans cette optique-là, nous, on s'attaque vraiment à des problèmes assez fondamentaux et l'idée, c'est d'essayer d'avoir un écosystème fort avec lequel travailler. Hein, ça rejoint un peu des choses qui étaient dites avant. Nous, la plupart de nos projets sont faits en collaboration avec l'INRIA, sont faits en collaboration avec le CNRS, avec des universités, et en fait, en accueillant des étudiants, en échangeant des étudiants, etc. Donc en fait, notre recherche est plus performante et avance mieux si l'écosystème, les étudiants et les universités sont fortes et sont solides. Oui, c'est au fond, de ce point de vue-là, et du point de vue de l'existence de votre labo, c'est combien aujourd'hui d'ailleurs de chercheurs, le labo recherche? Ici, c'est 70 personnes, dont 30 chercheurs et le reste ingénieurs. Votre intérêt, c'est que l'écosystème franco-européen se développe. Oui. Alors, les points clés Oui, alors, donc nous, l'idée, c'est pour ça que ça fait bien avant en fait, le rapport Villani. On s'est installé il y a quasiment 4 ans maintenant, parce qu'on croit à l'écosystème, et donc on est ravis de tout l'élan qui est là. Nous, l'idée, c'est dans les points qui ont été un peu rappelés par Cédric Villani. Le point numéro 1, c'est de garder les talents en France. Il l'a dit. Nous, on est d'accord avec ça. Il y a des gens, en fait, des chercheurs qu'on a ramenés en France pour travailler dans notre laboratoire qui étaient émigrés aux États-Unis, moi y compris, j'étais à New York, par exemple. Et donc l'idée aussi, c'est d'avoir les instituts de recherche pour essayer de capter les chercheurs publics et d'essayer de les garder dans des instituts d'excellence. Je pense que c'est une très bonne initiative qu'on accompagne. D'ailleurs, les instituts ont été rendus publics et on en accompagne certains d'entre eux. Après, les instituts ne suffisent pas. Et ça a été dit plusieurs fois. Pour l'IA, pour faire de l'IA, de la recherche ou du développement, il faut des ordinateurs, la puissance de calcul, et des données. Okay, donc sur les ordinateurs, l'importance, ça serait d'avoir un cluster centralisé de calcul en IA, qui est une technologie un peu différente que les supercalculateurs qu'on a actuellement. Et il y a le plan Villani est parti de création d'un grand cluster de ce type-là avec des machines GPU. Mais on n'y est pas pour l'instant. Faudrait demander à ma droite, ça fait partie du plan. Et je pense que c'est très bien. Et nous, en fait, on essaie d'accompagner ça, peut-être en finançant une partie, pour essayer d'améliorer ça. Un autre aspect sur lequel je pense qu'on parle beaucoup de données, je travaille à Facebook, je connais les enjeux très très bien. Il y a quelque chose qu'il faut découpler, surtout quand on parle de la recherche. Et je pense que ça rejoint aussi ce que mon voisin de droite a dit tout à l'heure au niveau de la décomplexée. C'est que pour faire de la recherche en IA et d'essayer d'avancer et de créer des nouveaux algorithmes et de nouvelles méthodes, en fait, les données dont on a besoin sont des données assez particulières, des données qui sont finalement pas des données brutes, qui sont des données qui servent à la recherche. C'est-à-dire, on parle pour l'exemple des données satellites, par exemple. On ne va pas juste donner à la machine des kilo-octets ou des mégaoctets ou des gigaoctets d'images satellites et puis la laisser se débrouiller. Il va falloir passer sur les images, avoir des experts qui vont étiqueter en fonction, entourer les zones qui nous intéressent, être capable d'étiqueter. C'est un travail fastidieux et coûteux. Et pour l'instant, on ne peut pas développer l'intelligence artificielle sans avoir cette tâche d'étiquetage et de nettoyage de données. Et en fait, nous, les recommandations qu'on fait, c'est aussi d'allouer des enveloppes qui vont permettre de créer des ensembles de données qui sont sûrement disponibles dans le domaine public et qui serviront à pousser la recherche. Les plus grandes avancées dans l'IA des 5 dernières années ont été faites parce qu'il y a des datasets publics qui ont été faits par Stanford, en particulier pour la reconnaissance d'images, ou par des instituts américains pour la reconnaissance de la parole. Et je pense qu'il y a toujours des ensembles de données assez iconiques qui permettent de tirer la recherche vers le haut, et je pense qu'il faudrait qu'on essaye d'avancer là-dessus aussi. 2 choses, votre collaboration avec l'Agence nationale de la recherche, un mot là-dessus, voilà. et les étudiants aussi. Voilà, exactement. Avec l'Agence nationale de la recherche, c'est exactement sur ce dernier point. On discute avec l'ANR donc pour essayer de mettre en place un projet qui permettrait de collecter un ensemble de données de taille assez conséquente, à une visée assez universelle pour les chercheurs, qui puisse justement peut-être faire un outil qui soit utile à la communauté ici, mais peut-être avoir un rayonnement extérieur. Peut-être basé sur la langue française, par exemple. Ou en tout cas, la discussion qu'on a avec l'ANR, c'est d'essayer d'aligner
cet ensemble de données avec des priorités que l'ANR a et qui sont finalement alignées avec celles du plan. Finalement, le dernier point qui a été un peu sous-jacent, c'est les talents. Donc on a parlé de former les gens qui ne sont pas des experts en IA, former aussi les data scientists. Il faut aussi former les chercheurs, évidemment. Tout ça, le point sous-jacent, c'est le point de la diversité des profils dans l'IA et de ceux qui vont faire l'IA. L'IA est une technologie qui finalement est complètement transversale, qui s'applique à beaucoup de secteurs. Et c'est extrêmement important, et pour nous en premier lieu aussi, d'avoir une diversité de gens qui font l'IA et qui créent nos algorithmes, qui finalement reflètent la diversité des utilisateurs. Et pour l'instant, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que les populations, les bassins de population, les démographies qui travaillent sur l'IA et qui poussent l'IA sont très homogènes finalement. On parle souvent de l'homme blanc de 30 ans en Californie, hein, c'est l'archétype. Il faut essayer d'élargir largement ça. Et donc, parallèlement à ça, nous, on a mis en place un système de bourses d'études, pas simplement des bourses de thèse, on fait beaucoup de thèses, mais essayer d'amener des gens aussi au niveau de la licence et du master vers des études d'excellence en IA. Je ne dirai pas qui, parce que je ne vais pas le trahir, mais il y en a au moins un d'entre vous dans la préparation de ce forum, il y a quelques jours, qui me dit, bon, attendez, dans le monde, il y en a 20 qui sont vraiment très bons sur l'intelligence artificielle. Hein. À part ça, bon. Mais donc là, l'idée, c'est quand même, vous dites pas que des thèses, c'est de faire émerger des gens qui sont vraiment très en pointe. Ça, le diagnostic que vous portez, pas de langue de bois, si vous voulez bien, le diagnostic que vous portez sur, je dis l'Europe et la France, parce que notre écosystème dépasse la frontière hexagonale, mais chez nous, ici, sur le continent, où est-ce qu'on en est sur cet aspect-là, quand on se compare, si j'ose dire, avec... dans les 20, la plupart sont, paraît-il, de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense que 20 est quand même vraiment réduit. Non, mais bon, c'était de la provoque, mais c'est pour qu'on comprenne le propos. Mais même si on dit 200, c'est pas c'est ça aussi qui a des enjeux, c'est que les leaders de ceux qui sont vraiment capables de faire une différence dans ce que les algorithmes sont capables de faire, ils sont pas beaucoup. Alors c'est peut-être plutôt 1000, je dirais. Après, il y a énormément de gens qui sont capables de travailler avec ces gens-là et qui vont sûrement faire la nouvelle génération des inventeurs. Donc voilà, il y a un bassin qui est relativement restreint. En France, on en a. Y a pas et on n'a pas à rougir du nombre de Français. Déjà, le nombre de Français qui sont des acteurs principaux, il y en a énormément. Ils ne sont pas tous en France. Voilà, mais il y en a énormément. Non, bah, oui, mais après, il y en a encore toujours ici. Et je pense que l'un des principes des instituts, moi, c'est d'essayer de les sanctuariser, ou en tout cas les gens qui sont vraiment les experts, c'est de leur donner les moyens de développer et de rester ici et de développer leurs choses. Alors ça m'amène justement parce que vous avez déjà commencé à répondre à cette question, mais ça m'amène justement à la question suivante prenez encore un peu de hauteur par rapport à Facebook même, à votre entreprise. Qu'est-ce que vous considérez dans votre analyse des blocages aujourd'hui sur lesquels, en France, on doit travailler pour aller plus loin? C'est-à-dire qu'il y a un premier aspect dont vous l'avez dit, c'est qu'il faut garder ici les talents. Donc, il faut leur fournir du travail. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus? Et puis, c'est quoi les autres blocages sur lesquels vous, avec votre vision macro et de la puissance de Facebook, vous nous dites, attention, il faut que vous travaillez là-dessus. Vous avez cité le cluster, peut-être aussi, j'en sais rien. Enfin, qu'est-ce qu'il en est? Il y a beaucoup de choses. Donc déjà, prendre de la hauteur de Facebook, je peux le faire assez facilement, parce que j'ai été 4 ans au CNRS avant. Donc, je vois les deux. Et vraiment toujours porter sur la recherche fondamentale, qui est ma connaissance principale. Moi, je pense qu'il faut être capable d'attirer, garder les cerveaux, c'est important, attirer les autres, ça serait encore mieux. Donc en fait, c'est l'histoire, il y a des endroits comme Montréal, par exemple, qui a été cité à un moment, enfin, on a parlé du Canada, mais Montréal, qui finalement a une stratégie assez très concentrée, et qui finalement maintenant est en train d'attirer non pas juste des très bons professeurs pour former les étudiants montréalais, mais en fait attirer des cerveaux américains. Il y a beaucoup de Français qui vont faire leurs études à Montréal aussi pour travailler sur l'IA, etc. Et qui fait finalement que l'écosystème est en train de dépasser la taille critique. Donc moi je parle en premier lieu, il faudrait qu'on soit capable de garder l'écosystème qu'on a, mais en fait il peut y avoir aussi des stratégies qui peuvent le faire grossir par-delà ça. Séoul aussi est une place qui est très intéressante, et beaucoup de gens vont travailler à Séoul pour développer ça. Et je pense qu'on a des choses pour faire ça. Et après, quels sont les moyens concrets? Je pense qu'on est dans la bonne direction, mais il faut donner des signaux, et peut-être plus organisé aussi pour récupérer des financements européens pour des projets, qui est quelque chose aussi sur lequel il y a énormément de puissance. Voilà. C'est quoi la plus grande faiblesse de la France aujourd'hui en matière d'IA? C'est un Français qui parle, donc c'est pas une leçon, mais c'est... Non, je pense que je reviens les machines et avoir
De la puissance. les données, on peut les faire, on peut les trouver. On a parlé du web de santé qui a été mentionné. Il y a des endroits où il y a des secteurs où quand même il y a des données qui peuvent vraiment faire une différence. Malheureusement, il faut des machines pour les traiter. Alors, Daniel Hérin, je vous passe la parole à vous et on vient, Stéphanie Huger, dans un instant, parce que cette dimension de l'éthique est importante, mais puisque vous êtes axé beaucoup, ça fonctionne, ne vous inquiétez pas, sur la recherche. Je voudrais qu'on enchaîne dans la foulée, Madame la députée, parce que c'est un des aspects qui vous tient à cœur. Donc, qu'est-ce que vous inspire, à la fois ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure, et cette problématique recherche en particulier? Alors, au niveau de la recherche, je pense qu'au niveau français, l'intelligence artificielle, l'informatique, on est de très bons niveaux. La rupture, où est-ce qu'elle se fait? C'est lorsque on regarde l'ingénieur ou autre, actuellement, ce sont surtout des écoles d'ingénieurs, des formations en informatique qui se font dans les universités. Et là, la rupture, eh bien, c'est que nous n'avons pas les diplômes officiels pour enseigner l'informatique. On n'a pas de CAPES en informatique, on en a en langue régionale ou autre, qui est une très bonne chose. On n'en a pas en informatique et en IA. On n'a pas d'agrégation non plus en informatique et en IA. Ça, c'est un point clé. Et j'espère qu'on va avancer sur ce point-là. Sinon, on va avoir une rupture entre les hauts niveaux, comme on a eu en mathématiques, des très bons niveaux, et ensuite au niveau ingénieral, etc. Et ce sont des formations de masse. Très important. Maintenant, côté recherche, en effet, moi, ce que je constate, on a entendu parler, et je suis tout à fait d'accord, il faut toujours que l'usager soit au centre. Ça, c'est vrai. Sauf que nous, on a pris des retards, par exemple, dans les expérimentations et dans l'accumulation des données. Si je prends l'exemple des voitures autonomes. Depuis au moins 2013, en Californie, tous les constructeurs du monde entier peuvent aller circuler sur les routes. Elles sont ouvertes à l'expérimentation. Nous, en France, pour le moment, en Europe, je pense aussi, elles ne sont pas ouvertes. Donc, vous vous rendez compte les années de retard que l'on a pris au niveau expérimentation. Au niveau données, on a des accumulations qui ont été faites, en effet, depuis des années, alors avec les GAFA, etc. Et au niveau européen, parce que ce n'est pas uniquement au niveau français, on n'y arrivera pas seul au niveau français, au niveau européen, au niveau recherche, nous avons un retard à rattraper dans l'accumulation des données. Enfin, je dirais, côté strictement recherche, là où il va falloir avancer, c'est faire beaucoup plus de liens au niveau européen. Alors, quand on parle recherche, évidemment, c'est le transfert aussi. L'innovation. Eh bien, l'innovation, elle doit se faire au niveau européen. Au niveau français, je pense qu'on avance bien sur les start-up, etc., que ce soit sur Paris, que ce soit dans la métropole, mais aussi dans des villes de taille moyenne. Là où je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose, c'est avoir une ou deux grosses entreprises au niveau européen. C'est ce qui nous manque. On n'a pas l'équivalent de GAFA. Il y a quelques années, en informatique, on avait Nokia ou autre. Et là, il faut vraiment qu'au niveau européen, on s'associe au niveau recherche pour soutenir et que les pouvoirs publics soutiennent, permettent de faire démarrer des grosses entreprises, c'est-à-dire le passage d'une start-up à une grosse entreprise. Je prends le cas que tout le monde connaît de Google. Google, 2 étudiants, 1998 à peu près, démarrent, mais quand on dit ils démarrent, les actuels chefs de Google, ils démarrent, mais avec eux de nombreux professeurs de Stanford, de Berkeley, qui les accompagnent. Et là, je pense que, par exemple, si on prend la loi Pacte qui est passée dernièrement, il y a une possibilité, en effet, de lien supplémentaire entre l'industrie et le milieu professionnel et la recherche. Mais ça, c'est fondamental, d'après moi. Accompagnement de start-up, je pense qu'on est bien avancé. Le passage de start-up avec l'appui de chercheurs derrière au stade de grosses entreprises, au niveau européen, on a quelque chose à faire. Merci. Qu'il s'agisse des diplômes sur les niveaux intermédiaires ou qu'il s'agisse d'un nouvel état d'esprit sur la recherche. Votre exemple sur les routes, ce que vous voulez nous dire, c'est que c'est symbolique d'une forme d'état d'esprit qu'il faut bannir, ou en tout cas qu'il faut modifier. Et puis la dimension européenne, on en reparlera dans un instant avec Guillaume Clossat qui devrait nous rejoindre, et puis Eric Peters qui travaille à la Commission européenne et qui sont vraiment les experts sur le déploiement de cette coopération dans l'Union. On verra de quelle façon. Alors, on a dit depuis le début qu'il fallait, et c'est une de nos qualités, si j'ose dire, sur le continent et en France en particulier, obsession de la façon
dont on agit, l'éthique, en parallèle de l'action elle-même. Stéphanie Lehuget, c'est vous-même, alors que vous êtes une spécialiste de l'intelligence artificielle, juriste, vous avez créé eCoin, au sein d'eCoin, votre association travaille sur cet aspect. Cette notion d'éthique, vous le voyez de façon très pratique, c'est pas juste un concept, des mots. Pourquoi vous portez ce sujet aujourd'hui et quel est au fond votre objectif ? Ça fait 15 ans que je crée et que je dirige des projets qui ont pour objectif d'apporter quelque chose de bénéfique à l'humanité, que ce soit dans des startup tech, dans des ONG, à l'ONU par exemple. Il se trouve que j'ai un parcours qui est pluridisciplinaire, avec un aspect business, un aspect politique publique et un aspect informatique. Et je suis profondément convaincue que c'est à l'intersection de différents points de vue qu'on trouvera des solutions les plus fructueuses et qu'il faut absolument sortir d'une logique en silo pour que tout le monde discute, qu'il n'y ait pas la force publique qui impose des choses aux entreprises qui se sentent contraintes, que les citoyens ne se sentent pas pris en otage par rapport à des décisions des entreprises, mais qu'à partir du moment où tout le monde est absolument convaincu que le progrès technologique doit bénéficier à l'humanité, à ce moment-là, que ce soit un effort de concert pour aller dans une direction de ce genre. Non, mais ça, c'est la base qui vous a amené à cette motivation. Et puis, du coup, vous avez vous êtes intervenu régulièrement sur cet aspect éthique et intelligence artificielle. Avec quelle idée sous-jacente ? Il y a beaucoup de débats qui ont lieu sur, en gros, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est bien ou mal ? On entend Elon Musk qui débat avec Mark Zuckerberg de si c'est plutôt quelque chose qui doit inquiéter sur l'avenir de l'humanité ou si c'est quelque chose qui va apporter des choses positives. Évidemment que c'est les deux à la fois. On peut pas avoir un discours binaire sur la question. Il y a effectivement des risques liés à l'intelligence artificielle qu'il faut absolument contrôler et la puissance publique est là pour défendre l'intérêt des citoyens. Je pense aux robots tueurs autonomes ou au cyberterrorisme qui bénéficient entre guillemets de la puissance de l'intelligence artificielle. Mais justement, ce qu'a de spécifique l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir faire un effet de levier et d'avoir de pouvoir de manière très puissante offrir des solutions. Et ces solutions-là, mon objectif, c'est que ce progrès technologique-là soit au bénéfice de la population, des citoyens et au bénéfice de l'humanité. Bon, mais alors on va être un peu plus pratique encore, parce que c'est pas la cerise sur le gâteau à la fin de cette table ronde pour faire joli si on traite de cette question. C'est que vous nous dites en plus, de façon très opératoire, si on n'empare pas de ce débat, et si on ne le mène pas en parallèle de l'action dans tous les domaines, dans tous les aspects qu'on a vus jusque-là, eh bien il nous sera imposé. Voire le RGPD. Bon, le RGPD, c'était évidemment le Parlement et la Commission européenne qui ont travaillé sur cet aspect et ça a donné quelque chose de très précis. Certains le critiquent en considérant qu'on se tire une balle dans le pied en réglementant trop face aux autres. D'autres considèrent au contraire que c'est un encadrement qui permet d'avancer et qui permettra même d'être devant dans quelques temps. En tout cas, pour défendre nos libertés. En tout cas, vous dites, il faut que tous s'en emparent. Les entreprises, les pouvoirs publics, les différents acteurs de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Pour faire quoi ? Pour créer quoi ? Un deuxième RGPD ? Quel est l'esprit très pratique de ce que vous voulez réaliser ? La particularité de cette question-là aujourd'hui, c'est que, comme vous le disiez, on a vraiment exploré beaucoup de solutions et maintenant on est dans la phase d'industrialisation. Beaucoup d'entreprises utilisent l'intelligence artificielle et donc de manière pragmatique, plutôt que d'attendre 10, 15, 20 ans avant de légiférer, on est quand même encore suffisamment en amont, mais en même temps avec suffisamment de recul pour pouvoir prendre des décisions, notamment sur les questions éthiques. C'est un sujet qui maintenant a sa place. Avant, c'était encore un peu trop balbutiant comme sujet pour l'intégrer. Maintenant, on peut se dire qu'il y a plusieurs façons de le prendre en compte. Par exemple, dans les formations des étudiants actuels, que ce soit systématiquement quelque chose qui soit dans les matières enseignées. Et pour le coup, il y a un mouvement positif dans ce sens. Pour les salariés qui sont déjà en train de travailler sur l'intelligence artificielle, de former à cette question de l'éthique, potentiellement en travaillant avec des gens qui travaillent sur des questions plus sociales. Il y a aussi des entreprises qui sont déjà dans cette démarche-là, mais ce qui serait bien, c'est que ce soit plus massivement déployé. Et ensuite,
je vois deux autres types de projets qui sont intéressants. Il y a des projets qui sont plus au niveau individuel, par exemple. Alors c'est encore naissant, mais il y a de plus en plus d'ingénieurs qui prêtent un serment un peu du type du serment d'Hippocrate pour s'engager à respecter un certain nombre de principes éthiques dans leur future vie professionnelle ou leur vie professionnelle déjà en place quand ce sont des salariés qui travaillent déjà. Et ce qui me semblerait intéressant justement dans cette idée d'avoir l'ensemble des parties prenantes qui travaillent ensemble et que ce ne soit pas une partie prenante qui impose quelque chose à une autre, qui est une démarche collective de réflexion sur une charte éthique, qu'elle soit en amont d'une potentielle légifération future. Et cette démarche-là, elle peut se faire au niveau de chaque entreprise, parce que très pragmatiquement, chacun a des intérêts business différents, a des problématiques particulières, travaille sur des outils particuliers, et certains auront des problématiques autour des biais des algorithmes, même si ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, chaque entreprise, avec ses salariés, peut faire cette démarche-là. Aujourd'hui, par exemple, Google a été poussé en interne par un groupe d'employés à se prononcer pour arrêter de travailler sur certains aspects dans une collaboration qu'ils avaient avec l'armée américaine. On voit que les citoyens sont les salariés. Il n'y a pas les entreprises contre les citoyens, le grand capitalisme qui profiterait des consommateurs. Je pense qu'au sein des entreprises, on peut tout à fait faire confiance à ceux qui font l'intelligence artificielle, qui sont ceux qui savent le mieux comment ça fonctionne, pour faire des propositions, notamment sur les questions éthiques, sur la façon de travailler. Oui, c'est un engagement, c'est-à-dire que défendre l'éthique, c'est à la fois protéger nos libertés, mais c'est protéger le business finalement, puisque sans confiance, il n'y a pas de business. Oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est aussi un intérêt bien compris des entreprises que de rassurer les consommateurs sur l'utilisation qui est faite de leur logiciel. Et la RGPD, en ce sens, émane quand même d'une demande des citoyens. Et en ça, les citoyens sont contents que la RGPD soit mise en place, même si ça ne s'est pas toujours fait dans des conditions idéales côté entreprise. Alors, Laurence Stéphanie, je vous vois, je sens que vous êtes intéressé, que vous avez envie de revenir, et j'aimerais bien qu'il y ait un deuxième tour de table, mais je trouve qu'il faut laisser aussi la parole à la salle, parce que elle sera plus pertinente que personne pour vous interpeller tous au regard de ce que vous avez dit. Il nous reste là, allez, pour cette table ronde, un quart d'heure encore, donc on va en profiter pour que ça vienne de la salle d'abord. Donc je vais prendre une série de questions ou d'interventions, courtes si vous voulez bien. Oui, bonjour, Manuel Moraguez, journaliste à l'Usine Nouvelle. Une question, s'il vous plaît, pour M. Bertrand Payès. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le calendrier du financement, là, les 1,5 milliard? Vous avez annoncé une répartition assez grossière sur les thèmes. Peut-être que vous pouvez d'ailleurs élaborer un peu, mais en particulier en termes de calendrier. Jean-Claude Morel, je suis un retraité. Eh ben, je vous en prie. Une question peut-être à Madame la députée. Laquelle? Il y en a deux. Il y en a deux. Madame de la Rodière. Rodière. Ok, je vous en prie. Sur les enjeux de souveraineté, vous avez évoqué la question d'un cloud européen. Un cloud français, semble-t-il, avait avorté. Un cloud européen pour permettre évidemment la sauvegarde et la sécurisation des données des citoyens à l'avenir. Quelles sont les perspectives et y a-t-il quelques pistes qui pourraient déboucher concrètement? Bonjour, Belsen Fessi, je suis consultant en informatique financière. Merci. Donc en fait, j'étais toujours intéressé par les formations universitaires, donc du coup je suis interpellé par votre proposition d'agrégation en intelligence artificielle. Donc je crois que le fait de désigner M. Villani, qui lui est mathématicien, pour s'occuper de l'IA en France, est un signe. Donc, je crois que c'est compliqué. Vous voulez dire quoi? C'est-à-dire qu'il est trop intelligent pour pouvoir le traiter? Non, c'est pas ça. C'est en fait, effectivement, peut-être que c'est dans ce vivier-là qu'il faut aller chercher les gens de l'intelligence artificielle et aussi des informaticiens. Donc, pas forcément faire une agrégation d'intelligence artificielle, parce que je suis tout à l'heure en train d'imaginer ce qu'on peut faire dans cette agrégation, j'ai du mal. Bonjour à tous. Alexandra Barberis, je suis avocate à Marseille. Je suis également versée dans les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. La question que je me posais et qui est en cours en ce moment, c'est sur les liens entre l'intelligence artificielle, la robotisation et la responsabilité, comment on va pouvoir s'y pencher. J'ai regardé le projet de réforme du droit de la responsabilité, il n'en est pas encore question. Je voulais savoir un petit peu si nos députés avaient un mot sur cette question et sur ce sujet-là. Merci. Merci, maître. Bonjour, Mathieu Salvia, avocat. Je voulais revenir sur la problématique entre
la législation et l'innovation, et notamment sur le RGPD et la protection des données en Europe. On sait aujourd'hui que ça pose certains problèmes pour lesquels il n'y a pas de réponse, notamment je pense à la problématique du recoupement quand on traite une masse de données, donc la réidentification malgré l'anonymisation. Est-ce que ce genre de problématique ne constitue pas un frein à l'innovation purement technique, et comment dans ce cas-là on peut envisager de les dépasser pour pas, je reviens sur le retard qu'a pris la France, notamment face aux USA ou encore face à la Chine. Votre seule présence, deux avocats ici dans cette assemblée, montre que cet aspect n'était pas anodin, l'aspect éthique et l'aspect du droit en effet. Et on va essayer de répondre à votre question. Merci monsieur. Bonjour, Pierre Passy, ingénieur en machine learning. Donc j'ai une question pour Antoine Bordes. Pensez-vous qu'il serait utile, et surtout comment pourrions-nous intéresser les universités françaises à créer des datasets, notamment dans le traitement du langage vis-à-vis des datasets francophones qui sont malheureusement assez absents dans le domaine public? Merci. Alors, on a toute une question sur le droit, la responsabilité, la formation aussi, deuxième aspect, le machine learning, et puis le calendrier des pouvoirs publics. Commençons par le calendrier des pouvoirs publics, si vous voulez bien. Monsieur Payès. Alors, c'est une de mes responsabilités de mieux mettre en avant les différentes actions. En fait, il y a pas mal d'actions qui ont déjà été lancées. Dès le mois de mai, il y avait une stratégie véhicule autonome. On a lancé des défis sur l'IA en juillet. On a les 3 IA la semaine dernière. On a eu un AMI sur l'IA dans l'administration en juin également. Donc en fait, il y a pas mal d'actions qui sont en fait portées par les différents ministères, donc pas forcément visibles. Donc ça fait partie de mes projets d'ici la fin de l'année d'avoir quelque chose qui représente ça. Après, il n'y a pas de calendrier enfin, il n'y a pas un grand décompte des 1,5 milliard. Ce que je peux dire, c'est que, peut-être pour donner quelques exemples, c'est que sur la partie économique, on a fait les grands défis en juillet. Donc il y a 2 défis sur l'IA, un sur le diagnostic médical, un sur la certification, qui sont dans le fonds pour l'innovation et l'industrie, qui est doté en tout d'environ 250 millions d'euros par an, dont une partie importante va aller sur ces grands défis, donc environ 150 millions sur 5 défis par an, donc ça vous donne un ordre de grandeur, donc ça c'est lancé. Et puis les 3 IA, où l'enveloppe de 200 millions a été annoncée la semaine dernière sur les 3 IA. Voilà, donc ça va continuer à s'égrener comme ça, je ne peux pas garantir qu'il y aura à chaque fois un montant. Par exemple, si je prends un exemple sur le FTAP qui a été mentionné, n'avait pas forcément prévu de mettre, de mémoire c'était plutôt quelques millions en tout qu'on imaginait aller être sur l'IA, et sur la première vague on a 5 projets qui doivent représenter à eux tous de l'ordre de 50 ou 60 millions. Donc on est parfois sur une dynamique qui Avant de passer la parole à Laure Laraudière, sur la question de la souveraineté, sur la question du cloud européen, Guillaume Clossat, dans un instant Eric Peters, qui sont les deux spécialistes ici, et non des moindres de la problématique intelligence artificielle au niveau de l'Union européenne et de la Commission, y reviendront. Mais qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire tous les deux, et vous, sur la question tout simplement du cloud et de la souveraineté versus France? Sur la souveraineté, je dirais 2 choses. Il y a un aspect qui me semble très intéressant, qui est la question des datasets, et de construire une IA qui n'est pas construite sur un historique américain ou chinois, mais qui est construite sur nos données, avec notre population, nos façons de pratiquer. Et ça, c'est un sujet sur lequel essentiel. Je pense qu'il faut vraiment... C'est aussi ça, la souveraineté, c'est sur quoi l'IA apprend. Est-ce qu'elle apprend sur une société américaine et qu'elle exporte sur une société... où elle impose des modèles à une société européenne, ou est-ce qu'on lui donne les moyens aussi d'apprendre sur une société européenne et les fondamentaux d'une société européenne. Donc ça, c'est important. Après, sur le cloud, j'ai aussi suivi les questions de cloud souverain. On est dans moi, de mon point de vue, on a des acteurs moyens en Europe. On ne peut pas du jour au lendemain décider que c'est des acteurs majeurs. Donc la question, c'est comment on aligne, on accompagne ces acteurs-là pour qu'ils accélèrent, pour qu'ils aillent plus vite que le marché et qu'ils grossissent plus vite que le marché. Les acteurs moyens en France, c'est OVH, c'est Atos, c'est étonnamment en fait maintenant dans une moindre mesure on dit Orange, mais ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc c'est des acteurs qu'il faut accompagner, tout en ayant en tête que pour plein d'entreprises c'est maintenant qu'il faut faire, et que voilà, si je reprends le sujet, effectivement la stack logicielle IA de AWS, elle est plus complète, elle fait plus de choses que celle de tous les acteurs européens.
Donc, Alors. et donc ça veut dire qu'il faut probablement le faire. Il y a aussi un volet, je pense, du côté défense-sécurité où ce sujet-là va devenir de plus en plus important et où les capacités qu'on se donne et qu'on maîtrise sont importantes. Laure Delaraudière, sur cette question, si vous voulez bien. En fait, moi, là, mon premier rôle, c'est de tirer la sonnette d'alarme. C'est vraiment de tirer la sonnette d'alarme parce qu'il y a un déséquilibre inimaginable qui est en train de se créer sur l'hébergement de données et la capacité, c'est-à-dire avoir une infrastructure essentielle et être souverain sur cette infrastructure essentielle pour notre sécurité, pour notre défense, pour notre économie, parce qu'en plus c'est un marché en très très forte croissance. Donc, et on est en train de perdre complètement la maîtrise d'une infrastructure essentielle pour notre avenir. Donc, en tirant la sonnette d'alarme, je mesure bien que c'est extrêmement compliqué de faire la course derrière Google, Amazon, qui offrent des services qui correspondent exactement à ce que veulent les grandes entreprises aujourd'hui. Et nous n'avons pas l'offre en Europe. En revanche, peut-être que si les très grandes entreprises françaises, les DSI des très grandes entreprises françaises, des très grandes entreprises allemandes, il y avait un comité qui se mettait et qu'on y injectait un petit peu d'argent public, on pourrait peut-être bâtir cette solution de façon très différente de ce qu'on a fait il y a 4 ou 5 ans dans le domaine du cloud souverain. Mais je tire la sonnette d'alarme, c'est que moi je ne veux pas que l'Europe n'ait pas un cloud dans lequel on sache ce qui est fait des données, qui soit hébergé en Europe. Enfin, il y a un enjeu de sécurité majeur à venir et de défense pour nos pays. C'est bien noté et nos interlocuteurs européens, si j'ose dire, interviendront ou l'ont noté. Alors, il y a 2 questions sur le droit, la responsabilité, l'évolution du droit. Donc, puisque vous avez la parole, je vous en prie, et Mme Mérin aussi. Puis on parlera formation et machine learning avec Antoine Borde. Je vous en prie. Ça, c'est une très bonne question. Et très bonnes questions. Mais sur le droit de la responsabilité, c'est une très bonne question et je ne crois pas qu'on se soit saisi au Parlement de ce sujet réellement. Et moi, je pense qu'il y a une vraie mission d'information, sans doute à la Commission des lois, d'examen du droit des responsabilités à l'ère des algorithmes d'intelligence artificielle. J'ai l'habitude de dire que si j'achète ma voiture autonome, et si je ne conduis pas et si je touche à rien, c'est certainement plus moi qui est responsable s'il y a un accident. Ça me paraît normal, j'ai rien fait. Donc, je vais me retourner vers le constructeur de l'automobile, puisque c'est là où j'ai acheté. Mais le constructeur va peut-être se retourner sur celui qui gère les infrastructures des routes. Je n'en sais rien. Et puis, après, ça va peut-être dépendre du degré d'autonomie de la décision prise par l'algorithme d'intelligence artificielle. Et comment, en fait, va se faire la responsabilité entre le fournisseur, en fait, et puis l'utilisateur, s'il existe un accident. Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu une analyse faite au sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat L'OPEX, sur ce sujet-là. L'Office parlementaire des choix scientifiques Valéria fait partie de l'OPEX. Valéria Faure maintient. Je vais vous passer un micro, si vous voulez je bien. Ne sais Je voudrais pas, qu'on passe un je micro à crois Madame pas. la députée. Voilà. Merci, Laurent. Merci, Madame Delaraudière. Bonjour à toutes et à tous. Oui, donc il y a effectivement l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et il y a aussi le groupe d'études d'assurance parce que justement cette question de responsabilité risque de retomber sur une régulation par le marché puisque l'intelligence artificielle, si on lui met un carcan aujourd'hui extrêmement rigide sur qui, quoi, comment, on risque de freiner éventuellement l'innovation. Donc il y a une réflexion qui est menée. Nous avons publié avec Madame Mérin une tribune sur le sujet pour lancer la réflexion à savoir comment réguler par le marché. Donc on n'a pas encore abouti, mais on a démarré le travail. Merci Madame la députée. Alors, formation et machine learning, si vous voulez bien. Formation et machine learning. Vous voulez dire... non. Alors, vous voulez dire un mot, Madame Hérin Oui, court, rapide. Formation, en effet, on parlait d'agrégation et CAPES. Je rappelle quand même qu'il faut une formation de masse, c'est-à-dire que tous nos élèves collégiens, lycéens doivent avoir une formation sur les concepts de base d'algorithmique, d'organisation de données. C'est fondamental, quel que soit le métier qu'ils prendront après, puisqu'on a bien vu que l'intelligence artificielle, comme l'informatique, est transversale dans tous les domaines. Si vous permettez, je rajouterai un petit point concernant la recherche tout à l'heure. Je pense qu'il est si vous voulez bien. très court. Il est fondamental en effet que des chercheurs s'impliquent au niveau européen dans les standards ou même internationaux, dans les standards et les normes. C'est fondamental. On sait très bien que chaque fois, les pays qui ont pu, entre guillemets, imposer leurs standards et les normes
c'est ceux qui, pendant des années, vont être les leaders dans le domaine, en tout cas dans les domaines de l'informatique et de l'IA. Merci beaucoup. Alors, Antoine Borde, question, je n'ai pas tout saisi de la question, en vérité. je Il y a vais- une nuance qu'un étudiant spécialisé, ou pardon, Je vais la reformuler. Si voilà, vous voulez. vous avez compris, pas moi. La question était comment est-ce qu'on pourrait encourager les universités françaises à créer des jeux de données pour la recherche qui puissent avoir une portée supplémentaire supérieure, puisque la plupart des jeux de données qui servent pour l'instant à faire la recherche académique et fondamentale sont souvent faits par des universités américaines ou étrangères. C'est une bonne question. Là, je pense que l'outil européen est bien, puisqu'en fait, la plupart des données, les ensembles de données qui permettent vraiment de... Le problème d'un ensemble de données, c'est que s'il n'y a qu'une seule université qui s'en sert, en fait, il ne sert pas à grand-chose et il ne sert pas à devenir un étalon. Donc, ce qu'on veut, c'est des ensembles de données qui deviennent des étalons. Et pour ça, justement, il faut avoir soit une masse critique et une universalité. Et je voulais prendre l'exemple d'une initiative européenne entre 2003 et 2013. J'ai regardé les dates. Qui s'appelait le Pascal Network of Excellence. Donc, c'était un réseau d'excellence fondé par l'Europe, qui était hyper bien. Et donc, la première principale vocation était la création de datasets. Et il y a des datasets qui ont été faits par Pascal, qui servent encore aujourd'hui comme étant des étalons pour la recherche d'images. Et je pense que c'est une échelle supplémentaire, parce que ça fait que souvent il y a 3-4 pays qui sont mis en jeu, ce qui fait que l'ensemble de données convient à plusieurs communautés, et finalement on passe à l'échelle supérieure. Et juste le dernier point, c'est que je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faudrait qu'au collège, tout le monde ait des cours d'informatique. Non. Alors, je voudrais, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu, ils ont été super synthétiques, je voudrais qu'on remercie les orateurs de cette première table ronde par quelques applaudissements.